La 2 Sport sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième, c'est bien l'heure. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 31 janvier 2022. C'est le dernier jour pratiquement du mois de janvier. Quoi de plus donc normal de se réjouir de ce mois qui a semblé être plus long, mais à la fin nous y sommes. Dernier jour, mais pour nous le plaisir est ici de vous retrouver encore une fois afin de parler sport. Sport, on parlera de l'athlétisme avec la Fédération togolaise de la discipline qui a lancé ses activités ce week-end. On partira sur le continent pour parler de la fête continentale du football, la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition qui est en train de drainer ou de dégrainer donc on va dire les derniers chapitres de la compétition. Les demi-finales se disputeront dans quelques heures ou on va dire dans quelques jours en tout cas, et nous finirons par le championnat national de football. Nous avons disputé la 10e journée ce week-end. Les résultats et les classements seront donc décryptés dans cette émission. Ils sont spécialistes de la matière et ils sont encore là pour nous accompagner. Je commence par le grand frère de la maison, Latif Yorouma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est un plaisir. En tout cas, je crois que je peux quand même vous présenter mes voeux parce que c'est le dernier jour de janvier. On a encore quelques heures pour se rattraper par rapport à ces voeux. Merci, mes voeux, comme le dirait quelqu'un, mais réciproque. Merci infiniment. On va aller rapidement. Jaguar Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, c'est une chance pour nous d'être là au dernier jour de ce mois. Nous n'avons pas eu l'occasion de venir tout au long de ce mois de janvier. Nous profitons pour souhaiter aussi les vœux les meilleurs aux téléspectateurs, aux abonnés, à tous ceux qui aiment cette émission. Merci infiniment encore une fois d'avoir répondu donc à notre invitation. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux donc pour cette nouvelle année 2022. Santé et succès dans toutes vos activités. Que le sport togolais rayonne pour que les journalistes, les chargés de communication trouvent à faire. En tout cas, pour l'instant, nous espérons que les amis du monde se portent bien. Ah oui, vous savez, Amis du Monde se porte très bien. La fédération nous a quand même donné quelques puces à l'oreille en nous disant que le championnat commence le 5. Nous y croyons et nous prions qu'on ne change plus ces dates. D'accord, on en parlera dans un instant, mais permettez quand même qu'on puisse démarrer cette émission plein pied donc dans l'émission avec l'athlétisme. La fédération togolaise donc de la discipline a lancé les activités ce week-end. La personne la mieux placée pour nous en parler donc sur le plateau avec nous, c'est bien Latif Yorouma. Oui, c'est quand même un lancement, vous venez de le dire, c'était le samedi dernier. La fédération a jugé bon de dire officiellement à ses démembrements qu'ils peuvent en tout cas commencer les activités. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'une fédération, ce n'est pas seulement les 12 membres élus. Donc c'est les ligues, si on parlait du football, on parlera de districts, voilà. Mais pour l'instant, avec d'autres disciplines, c'est quand même pas des ligues régionales. Et donc, il faudrait justement un travail méthodique. Et là, la fédération a jugé bon, donc, de lancer officiellement sa saison sportive 2022 pour dire que toutes les ligues peuvent maintenant dérouler leur programme. Parce que quoi qu'on dise, il y a une programmation de la fédération, mais il y a aussi de façon indépendante les programmations au niveau de chaque ligue. Donc chaque ligue doit avoir une politique justement pour animer sa juridiction. Et donc il a été question d'inviter les acteurs, en tout cas directs, que sont les athlètes, que sont les entraîneurs, que sont les juges, arbitres, parce que tous ces acteurs-là ont eu la chance d'être également recyclés pour certains, formés pour d'autres la saison 2021, avec des formations, qu'elles soient organisées par la fédération ou par la World Athletics. Donc il fallait donc inviter ces acteurs-là, inviter également l'autorité, le Comité national olympique du Togo et surtout le ministère des Sports. Et donc c'est Madame le ministre qui était là pour lancer en tout cas cette saison par un discours et puis par des courses d'exhibition également.
Et donc voilà un peu le sens à donner à ce qui s'est passé donc le samedi dernier. D'accord. Jaguar, une bonne nouvelle quand même pour les athlètes togolais? Une très bonne nouvelle. Vous savez, je l'ai toujours dit dans ce studio, à part la Fédération togolaise de football, la fédération que moi j'estime, à part la Fédération togolaise de football, c'est la Fédération togolaise d'athlétisme. Et vous savez, là où il y a les femmes, ça marche toujours. Et avec l'arrivée aussi d'une dame à la tête de cette fédération, moi j'ai foi. Vous avez foi. D'accord. Vous l'avez dit, la ministre a honoré donc cette inauguration, on va dire ce lancement de sa présence. Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qui vous rassure? Puisque nous savons bien, on va rentrer peut-être dans le vif de votre discipline, des moyens financiers. Quand on en parle, on sait de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui quant à l'organisation de toutes ces activités que vous avez programmées? Ben, vous savez, madame a une vision en tant que ministre des Sports ou bien patron de toutes les disciplines. Et sa vision, c'est de revaloriser le sport togolais, c'est de retourner aux sources, c'est-à-dire à la base, parce qu'elle a insisté sur ce volet partout où elle passe, partout où moi j'ai la chance de la croiser dans les discours. Il faudrait que les acteurs que sont les dirigeants, qui sont des dirigeants administratifs ou techniques, ne perdent pas de vue la formation à la base. Et donc, elle a insisté dessus. Et donc, de cette formation à la base, découlera en tout cas des talents piochés quelque part et qui seront mis en lumière. Parce que l'objectif pour le Togo, c'est d'arrêter avec les qualifications sur l'universalité. Parce qu'elle a insisté là-dessus. On sait que l'athlétisme, quelle que soit la situation, aura toujours un athlète qui sera par exemple aux Jeux Olympiques. Il y a des places qui sont accordées, mais la première place à donner, c'est à l'athlétisme avant de voir d'autres. Et souvent même l'athlétisme part avec deux qualifiés, mais des qualifications sur l'universalité. Et donc il faudrait véritablement que le Togo en arrive à des qualifications par des minima. Et donc, elle a insisté là-dessus par la bonne gouvernance. Parce que dans le sport, il ne s'agit pas seulement de dire qu'on n'a pas les moyens. Si vous avez les moyens, comment vous allez les utiliser? Le peu de moyens que les fédérations ont, comment elles utilisent ces fonds-là? Et donc aujourd'hui, on sait que la ministre Lydie Bessikama a quand même essayé d'assainir quelques aspects au niveau des finances. Aujourd'hui, on parle des comptes trésors, par exemple, pour toutes les fédérations. Ça voudrait dire quoi? C'est que ce n'est pas la cagnotte qui a été revalorisée, mais seulement on sait que quand X a 5 francs, il est sûr d'avoir ces 5 francs. Donc les 5 francs sont sur son compte trésor au moment de les utiliser, parce que dans le temps, alors il y a une cagnotte pour tous les sports et puis une discipline se permet de bouffer tout. Parce que voilà, c'est dans un même panier, à chaque fois, voilà, on dit hypervie, à chaque fois hypervie, et puis après on dit que l'argent est fini. Donc aujourd'hui, c'est déjà des avancées. Maintenant, il faudrait au-delà de la vision technique, de la vision administrative, de la vision de volonté, de sentimentalisme, il faut aller à une vision directe et concrète, c'est-à-dire c'est dans la révalorisation, voilà, j'y suis arrivé, de la cagnotte allouée au sport. Parce que quand à côté on parle des trentaines de milliards, comme budget du sport, et qu'au Togo on continue de parler d'1 milliard et poussière. Alors quand je dis poussière, ça fait 1,5 milliard. 1,5 milliard, écoutez. Alors qu'ailleurs au Bénin on parle de plus de 30 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 30 milliards de francs CFA. Donc je suis sûr que le travail a commencé. Lydie Bessikama est en train d'aider par exemple par des projets de construction des infrastructures au niveau de certaines zones très reculées de Lomé. Alors, mais ça ne suffit pas, mais elle est déjà sur une lancée. Donc, elle a quand même réaffirmé sa volonté de voir les fédérations travailler beaucoup plus à la base. Voilà pourquoi la Fédération togolaise d'athlétisme s'appuie sur ces ligues. Déjà, à partir de ce lancement, les critériums peuvent commencer. Elles vont, ces compétitions, au niveau de chaque ligue, les clubs vont s'organiser à faire des critériums. C'est-à-dire qu'il y aura un premier, un deuxième, pourquoi pas un troisième critérium. Et ce sera la somme des performances qui feront quand même des choix
qui seront acheminés vers le plan fédéral. Parce que quand on dit championnat nationaux, ce n'est pas la fédération de dire que c'est tel et tel qui vont jouer le championnat. C'est aux ligues de dire que voilà nos meilleurs athlètes pour justement le championnat que vous vous organisez en tant que fédération. Donc voilà, grosso modo, les aspects sur lesquels Lydie Bessie-Kama est revenue, Madame le ministre est revenue. Nous espérons quand même que la fédération pourra mettre en pratique les vœux de la ministre, mais que la ministre également verra ses vœux en tout cas être accompagnés par justement les moyens qui seront mis à disposition de cette fédération. Alors Jaguar, vous avez écouté tout le développement de l'ATIF, c'est prometteur, mais quand on sait certaines réalités qui peut-être ne répondent pas, on parle des infrastructures, les athlètes et tout comme ça, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le Togo n'arrive pas à émerger sur certains plans et peut-être que vous pensez qu'il faille corriger? Oui, avant de répondre à votre question, tout à l'heure dans le développement de l'ATIF, il parlait quand même de ces fédérations-là qui utilisent des fonds sans, au finish. Sans grand résultat. Non, pas seulement sans un grand résultat, mais quand même faire un compte à la gestion au ministère. Voilà, nous avons eu 5 francs, et à quoi ça a servi, et puis bon, voilà. Maintenant, moi je pense que ça doit partir de là. Avant qu'on arrive sur le plan infrastructurel et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, nous sommes tous devant le fait accompli. Nous savons que nous sommes derniers, si je peux le dire ainsi, sur le plan infrastructurel dans la sous-région. Et il ne faut plus tellement aller de ce côté. Tant que nous savons que le mal est là, nous allons le guérir. Maintenant, le peu de moyens que l'État togolais ou bien que le ministère met à la disposition de cette fédération-là, ils en font quoi avec ça? Je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, que la fédération togolaise d'athlétisme, je l'estime parce que avec le peu de moyens que cette fédération a, nous avons quand même débattu dans ce studio où pour les Jeux africains et la fédération togolaise de football, malgré le peu de moyens, ont quand même fait participer le Togo et des athlètes togolais ont quand même concouru. Voilà, moi, c'est à ça que je voulais quand même en venir. Est-ce que les autres fédérations aussi le font? Aujourd'hui, nous parlons de l'athlétisme, c'est vrai. L'ATIF l'a dit, il faudrait que cette fédération, cette nouvelle fédération qui est là, parce que vous savez, il y a eu un temps de petits soucis là-bas, mais c'est des grands hommes, c'est des athlètes et ils comprennent. Ils se sont compris et aujourd'hui, il y a une équipe dirigeante. Il faudrait que cette équipe dirigeante-là aille aussi au concret, comme Madame la ministre l'a souligné. Maintenant, au niveau des infrastructures, ça c'est de la responsabilité de l'État. Ne nous voilons pas la face. Il faudrait qu'on nous dise quelle est la place du sport. Tout à l'heure, on vient de parler du budget exercice 2022 où le sport occupe le dernier rang. Non, je le dis très bien parce que 1,5 milliard, 1,5 milliard pour le sport. Je dis c'est pratiquement c'est pratiquement 0, et quelques là du budget. Au même moment, vous voyez des secteurs de ce pays à qui on gonfle les cagnottes, mais les réalités sont là. Aujourd'hui, le maïs est à combien? Aujourd'hui, l'haricot est à combien? Mais n'oubliez pas que le développement aussi fait partie du sport. Aujourd'hui, quand on parle du Cameroun, aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, vous pensez que c'est le riz du Sénégal? Non, il y a aussi le sport qui participe. Il faudrait qu'à un moment donné, que les dirigeants, que les premiers décideurs de ce pays sachent qu'il faudrait qu'on mette beaucoup d'argent et qu'on s'occupe de nos infrastructures. C'est tout ce que nous avons depuis des années. Tout récemment, on a Kégué qui a été rénové. À part Kégué, l'arrivée du lieutenant-colonel
et Lady Bessikama, qui essaie, tant bien que mal, pas nous offrir quelques ponceaux de terrain, je peux le dire ainsi. Quand vous allez à l'intérieur, on vous dit qu'il y a un terrain de basketball, de volleyball qui a été inauguré. Quand vous voyez le stand-in, mais vous allez vous demander, on fait quoi des ressources de ce pays? Alors justement, Latif, aujourd'hui, il a souligné un passage, j'ai voulu bien en parler également. Nous avons au moins quand même la piste de Kégué qui quand même peut desservir les athlètes de Lomé, mais quand on va à l'intérieur, courir dans le sable, courir dans la brousse, est-ce que cela peut permettre de sortir vraiment des athlètes pour demain? Oui, c'est une difficulté. Vous savez, au Togo, souvent, on oublie que c'est comme dans un théâtre, lorsqu'on parle de la troupe théâtrale, vous savez, lorsqu'un acteur ne joue pas bien son rôle, toute la scène est bafouée, toute la série est bafouée. Donc, c'est un peu cela. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de sortir des athlètes. Alors, on va les sortir comment? Et ils vont, parce que, écoutez, aujourd'hui, il y a des exigences. Regardez la situation aujourd'hui au niveau des sprints, par exemple. On parle de faux départ. Lorsque vous mettez à préparer une compétition 12 mois, 36 mois ou bien 24 mois, mais vous allez sur la compétition, vous faites le faux départ, vous êtes exclu. On ne discute pas. Alors, ça suppose qu'il faut travailler sur des pistes adaptées. Aujourd'hui, c'est une triste réalité. Ce n'est pas seulement au niveau de l'athlétisme, c'est au niveau de tous les sports. Le Togo est extraordinairement le seul pays de la sous-région qui n'a pas, par exemple, un hall de sport dans la sous-région. Alors, et puis on est fiers comme ça, peut-être, parce qu'on est le seul pays dans la sous-région. Écoutez, le Niger, le Burkina, le Bénin, nous on est extraordinairement, alors le seul, et puis on est fiers comme cela. Non, lorsque vous pouvez venir, ça va dépasser pour toutes ces lorsque vous avez parlé des pistes d'athlétisme, je me souviens du tournoi de la solidarité. Le Togo a pris part à ce tournoi de la solidarité, c'était en 2018, mais ce n'était pas à Cotonou, c'était à Porto Novo. Ça suppose qu'on avait eu des pistes d'athlétisme à Porto Novo, au stade Charles de Gaulle. À Cotonou, il y en a, mais au Togo, à l'époque, c'était quand même des organisations tournantes. Après Cotonou, c'est le Togo qui devrait accueillir le tournoi de la solidarité. Alors, on n'a pas pu l'organiser parce que justement, on n'avait que Kégué, et à l'époque, Kégué était en rénovation. En chantier. Et donc, l'organisation a glissé et est partie au Niger, à Niamey, pour finalement ne plus revenir au Togo, même après avoir fini le truc, parce qu'après, M. Covid est arrivé. Et donc, c'est dire que on a des soucis au plan infrastructurel, c'est une réalité. Nous, ce n'est pas seulement les terrains, mais puisqu'on parle de terrain, alors le Togo, sincèrement, on n'est pas un exemple. Vous avez parlé du budget qui n'en est pas un. Et puis aujourd'hui, il a dit, Jaguar l'a dit, quand on parle d'infrastructure, ce n'est pas une fédération qui va construire un terrain. C'est l'État qui doit construire les terrains. Et les fédérations vont les utiliser. Parce que les fédérations sont des délégations de pouvoir. C'est à l'État de construire les terrains. Il faudrait quand même quand on sera dans le sport professionnel, les équipes deviendront des sociétés sportives. Alors, Gomido, par exemple, peut peut-être construire son propre terrain. Parce que Gomido a des ressources, est une société qui emploie des gens et qui a des devises, qui a des bénéfices, qui a construit un terrain, qui peut aller me faire un prêt pour construire un terrain parce qu'il sait que derrière il y aura des retombées, des bénéfices. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, quoi qu'on dise, il faut commencer quelque part. C'est ce que Madame la ministre est en train de faire en faisant, parce que il y a pas, je donne juste un exemple, à Passouade, c'est un village de la préfecture de Tchaoudjo, il y a une équipe de handball au niveau de Passouade qui souvent est toujours en phase nationale des championnats scolaires et universitaires. Alors qu'à Passouade,
il y a jamais de terrain de handball. Il se dit que c'est un enseignant de PS qui a fait spécialité handball, qui s'est retrouvé là-bas en tant qu'enseignant de PS, qui a inspiré les jeunes, et là pour récompenser par exemple cette équipe-là, cette volonté de vouloir innover, parce que quand vous allez dans la région centrale, c'est beaucoup plus le football. Alors, dans les choix de doter certaines zones reculées, des choses pas à pas soit à bénéficier d'un terrain. De quel standing? Même si c'est un standing 0, c'est mieux quand même que la poussière. Donc, voilà un peu. Donc, on se dit que peut-être demain il y aura un terrain, standing, peut-être à Tapamé, à Sokodé, et là on pourra peut-être absorber ces joueurs d'un village ou peut-être des préfectures qui n'ont pas ces infrastructures. Il faut que l'État véritablement revienne à cette nécessité, parce que sincèrement on n'est pas un exemple sur. C'est notre cri de cœur et nous espérons que cela trouvera écho auprès donc de l'autorité compétente. En tout cas, comme on le dit en anglais, in a mountain of despair, we can lay out a stone of hope. Dans une montagne de désespoir, on peut quand même trouver une pierre d'espoir. Et donc on continuera toujours par travailler avec cet espoir que demain il fera beau pour notre pays. En tout cas, du courage. Lorsque les critériums seront organisés, en tout cas, tenez-nous informés. Nous allons quand même garder un œil et donc une caméra donc sur ces activités pour suivre tous ces athlètes qui s'évertuent pour honorer le Togo dans les compétitions à venir. Jaguar, on va quand même sortir de ce débat. Mais, comme vous l'avez déjà annoncé, on est déjà sorti. D'accord. Quelque chose à ajouter? Non, c'est peut-être dire que il y a eu on l'a dit, des courses d'exhibition qui ont. C'est dire que voilà, le Togo aujourd'hui est également en préparatif pour les championnats d'Afrique qui vont se faire en salle. C'est des épreuves de 60 mètres en salle. Voilà pourquoi dans les courses d'exhibition, la direction technique nationale a pris en compte cette course-là. C'est pour dire que le Togo déjà se prépare pour ces échéances. Et espérons quand même que les clubs vont essayer quand même de prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir justement sortir ces jeunes-là et pouvoir rapidement les acheminer vers la fédération pour pouvoir les prendre en compte par des séances d'entraînement sur la piste, la seule piste que le Togo a, c'est-à-dire celle de Kégué, pour pouvoir justement ne pas être surpris lorsqu'on sera dans la... Oui, Roger, vous savez, et tout à l'heure vous avez dit on n'a qu'à sortir du débat, c'est vrai. Et on me dit tout à l'heure que les Togolais se préparent pour aller courir dans une salle, c'est pas quelque part. Sur le continent. Au même moment, ces athlètes togolais s'entraînent à ciel ouvert. Je me demande comment ils iront courir. Non, il y aura la lumière. Le Togo du basketball était à une compétition il y a plus de 5 ans. Il était à une compétition. On n'a jamais joué en salle. Alors, on arrive à une compétition sur le continent. C'était en salle. Et sur les premiers, deuxièmes matchs, nos joueurs ont pris ces 2 matchs-là pour contempler la salle. Et on nous a bien malmené. Alors, on parle du 3e match, on s'est réveillé, mais on était déjà éliminé. Donc cette fois-ci, ça ne sera plus le cas. En tout cas, pour vous, félicitations à vous. C'est quand même tout ce qu'on peut dire. Pour ce qui est de l'athlétisme, on reviendra forcément dans les prochaines émissions donc sur cette discipline. Permettez quand même qu'on puisse shifter un peu. On va parler donc de tout un autre sujet aussi intéressant, un sujet qui quand même implique, on va dire, tous les fanats togolais. Le Togo n'y est pas, mais ils sont nombreux sur les télévisions à chaque fois. Donc qu'un match se dispute, ils sont nombreux à suivre cette compétition. Certainement que vous l'avez suivi avec nous depuis le début, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Cameroun 2021 qui se joue en 2022, il faut le préciser. Et donc ça a quand même attiré les regards pendant quelques semaines.
Oui, vous savez, c'est vrai, tout à l'heure vous avez dit notre pays, le Togo, n'est pas au rendez-vous, mais les fans du foot, les fous du foot sont toujours là câblés, ainsi que nous tous. Cette CAN-là, la première appréciation que moi j'ai de cette CAN, d'abord c'est que le Togo avait sa place, parce que quand je vois aujourd'hui le Cap-Vert, quand je vois la Guinée équatoriale, quand je vois le Comore, au Cameroun en train de défier les grandes nations de football, je me dis le Togo avait quand même sa place. Mais vous savez, avec tout ce qui était déjà passé, nous n'allons pas quand même remuer le couteau dans la plaie des Togolais. Après que le Togo ne participe pas, disons aussi que c'est une canne sucrée. Vous savez, je viens de citer quelques pays tout à l'heure qui se sont démarqués quand même de ce lot. Quand vous comparez aujourd'hui l'Algérie par rapport au Comores ou au Cap-Vert ou à la Gambie, il y a quand même un bond, peut-être de plusieurs kilomètres que la Gambie a parcouru par rapport à l'Algérie qui est détenteur du trophée qui est rentré à la maison Bredouille. Et je me dis c'est une CAN remplie de surprises, et des équipes qu'on ne pensait même pas, qu'on ne calculait même pas, se retrouvent en huitième, se retrouvent en quart de finale. Quand vous prenez aussi l'exemple du Burkina Faso, cette équipe-là qu'on ne vendait même pas trop cher, aujourd'hui qui se retrouve dans le carré d'as, nous disons que il y a du travail qui se fait ailleurs. Il faudrait que dans nos pays, en l'occurrence le Togo et d'autres encore, il faudrait que le travail continue. Il faudrait qu'on prenne au sérieux cette discipline sportive-là pour que dans les années à venir, puisque je crois que en 2023, ce serait de l'autre côté d'Abidjan, il faudrait que le Togo et d'autres nations qu'on n'a pas retrouvées aujourd'hui, le Togo, l'Afrique du Sud et autres, se préparent pour revenir en force. Parce que, vous savez, c'est vrai, quelqu'un va me dire que nous avons quand même rencontré le Comore dans les éliminatoires passées et que le Comore nous a vraiment malmenés, c'est vrai. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons dormi sur nos lauriers. Il faudrait qu'on se réveille et que le travail continue. Le travail continue. Natif Yuruma, 24 nations qui sont retrouvées donc pour cette compétition. C'est trop tôt de parler des flops, de parler des tops, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on retient, comme Jaguar l'a dit, il y a des nations qu'on ne vendait pas cher, dont on ne vendait pas cher la peau, mais aujourd'hui qui ont révélé que le football n'est pas toujours mathématique comme on le pense. Oui, déjà en 2019, il y a eu ces révélations. N'oubliez pas la Mauritanie en 2019, n'oubliez pas Madagascar en 2019. Et déjà en 2013 également, le Cap-Vert pour sa première qualification a joué les quarts de finale. C'est dire que le nivellement de valeur continue et surtout avec la situation sanitaire qui est arrivée, les grands ne sont pas restés grands, les petits ne sont pas restés petits. Les cartes ont été redistribués, quoi. Donc, lorsque vous voyez par exemple une équipe gambienne pour sa première participation qui joue les quarts de finale et qui se fait sortir par un pays organisateur, et lorsque vous voyez des nations comme le Cap-Vert encore, les Comores, qui jouent le deuxième tour, moi je me dis, écoutez, ça a été quand même une CAN fantastique, quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'à côté, beaucoup de ratés, mais lorsqu'on s'en tient juste au terrain, il y a quand même des nations qui ont donné satisfaction, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans l'envie, dans l'organisation. Je pense quand même qu'aujourd'hui le Togo doit se poser des questions par rapport à sa gestion de son football. Regardez un peu ce que la Gambie est en train de faire et dire que cette Gambie-là est coachée par un coach que nous avons vomi ici. On a toujours eu du mal à me dire pourquoi, par exemple, Tom Saint-Fit a été évincé des éperviers. Il est arrivé, il a réussi quand même à faire un travail dans un temps record. Il a été remplacé
par, en tout cas, un monsieur qui est venu nous plonger totalement dans les abîmes. Alors, aujourd'hui, c'est des questionnements qui sont là. Vous prenez pas un Didier Ciss qu'on avait lâché également, il est allé quand même qualifier une sélection, même s'il ne l'a pas conduit, en tout cas, même s'il n'a pas conduit cette sélection à la CAN, je parlais de la Guinée, c'est quand même des exemples. Aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille parce que le travail se fait ailleurs. Des nations qui ont dit, voilà, elles ne sont pas là, regardez ce que l'Égypte est en train de faire. Regardez le travail que le Nigeria, même si cette équipe-là a été éliminée à la surprise par la Tunisie en 8e, mais regardez le travail que le Nigeria est en train de faire. Alors, le Nigeria, prenez l'effectif du Nigeria. Vous allez voir par exemple un gardien, John Noble. Ce gardien, il était ici. Il était avec la SK. Même déjà, je crois, en 2e division. Et ils sont arrivés en 1re division. Ils ont joué une saison et puis la 2e saison, champion du Togo. Ils ont fait la Coupe continentale avec ce gardien. Aujourd'hui, il fait partie quand même des Super Eagles retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ça suppose que nous, c'est comme ça, nous qui ne travaillons pas, des gens travaillent ailleurs, il faudrait qu'on revoie véritablement notre copie. Alors quand même, on va quand même citer certains pays, vous l'avez souligné en passant, les cartes ont été redistribuées, mais quand on considère l'Algérie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui ont été sortis d'une manière ou d'une autre, on se demande quel avenir, quel lendemain pour ces nations de football. Oui, vous savez, ou soit l'Algérie, par exemple, championne d'Afrique en titre, puisque la finale n'est pas encore jouée, soit elle n'a pas su gérer sa pression. Si elle n'a pas su gérer sa pression, on peut se dire que déjà en 90, quand cette équipe l'a gagné la CAN pour sa première fois, elle n'a pas pu également gérer la pression, puisque derrière en 92, elle a été sortie également dès le premier tour. Cette pression, elle n'a pas pu la gérer. Voilà pourquoi, au sortir de la CAN 2019, elle est sortie également du premier tour à une CAN à 24. Alors, sur l'autre aspect, peut-être l'Algérie, cette équipe s'est vue très belle, ou trop belle, parce que voilà, lorsque vous écoutez les déclarations, surtout de Djamel Belmadi, c'est comme, voilà, l'Algérie est ailleurs, et puis les autres sélections sont... Écoutez, en 2019, l'Algérie n'était pas du tout favorite, mais elle a surpris un gagnant. Et là, quand on dit... Nous sommes favoris, nous assumons notre titre de favori, même après le deuxième match, nous sommes toujours favoris. Alors, vous avez été favori, il me rappelle un entraîneur sénégalais en 2012 qui a fait le même discours, nous allons marcher tout le monde, mais au sortir de cette CAN, le Sénégal a fait 3 matchs, 3 défaites. Alors, donc, l'Algérie, sincèrement, je ne dirais pas la première nation, mais la meilleure nation sur plusieurs mois, 35 matchs sans défaite. C'est-à-dire que c'était quand même une équipe algérienne avec des joueurs quand même qui sont des joueurs importants. Les Silmani, les Brahimi, vous prenez les comment on dit, Bounedja, les Mahrez. Écoutez, c'est des joueurs quand même qui ont du vécu, qui sont des joueurs d'actualité, mais ça n'a pas pu donner ce que ça allait donner. Ça, c'est des joueurs des équipes qui quand même étaient parmi les grands. Mais quand on prend le Ghana, en quoi le Ghana était grand? Le Ghana a des trophées, d'accord, mais des trophées qui datent de Mathusalem. Écoutez, le dernier sacre du Black Star, c'est en 1982. En 82. En 82, écoutez, et derrière, cette équipe n'a plus gagné. Le Ghana est devenu comme le Togo, avec un championnat qui n'est pas prisé, avec une politique qui n'est plus continue. C'est-à-dire qu'avant le Ghana, c'est les cadets, avant le Ghana, c'est les juniors. Aujourd'hui, le Ghana a perdu son identité. Le Brésil d'Afrique n'en est plus un. Alors, quand vous prenez un pays qui également est rongé par la corruption au niveau de sa fédération, un pays qui n'a plus véritablement d'âme même sur le continent, c'est-à-dire que les joueurs ghanéens qui continuent de jouer à l'extérieur sont qui? Lorsque vous prenez parti, vous prenez les frères Ayou, et puis vous avez du mal à continuer. Vous voyez un peu un gardien qui tire, on a vu quand même le Ghana qui a sorti les gars. Donc, le Ghana, en réalité, moi, je n'ai pas cité le Ghana parmi les choses, même si c'est la première fois également qu'on voit cette équipe-là sortir comme cela du premier tour, je crois depuis 2004, et puis à une CAN à 24,
conséquence, le sélectionneur, il est éliminé, et j'ai dit éliminé, il est limogé, alors qu'ils sont à un mois encore d'un autre challenge, c'est-à-dire les barrages. Donc voilà, pour moi, c'est l'Algérie qui a été véritablement cette grosse déception. Sinon, le Ghana a été logiquement pour moi éliminé. La Côte d'Ivoire, écoutez, la Côte d'Ivoire ne joue pas même les barrages, mais la Côte d'Ivoire n'a pas fait forte sensation lors du premier et du deuxième match, mais elle a rehaussé son niveau parce que c'est un challenge, c'est une revanche qu'elle a voulu prendre sur l'équipe, en tout cas algérienne, qui l'avait éliminée, n'oubliez pas, en 2019. Ils l'ont fait, ils ont renvoyé l'Algérie à la maison, mais ils ont fini de jouer leur CAN sur ce match-là, parce que derrière, ils n'ont pas pu continuer. C'est l'Égypte qui les a écartés, malheureusement. Alors, dans tous les cas, nous avons le carré d'as aujourd'hui, Cameroun, Burkina, Sénégal, Égypte. Cameroun va affronter l'Égypte et puis le Sénégal va jouer le Burkina. Et pour vous qui pas favori, comment sera le visage de la finale? Vous savez, sur des matchs à élimination directe comme ça, c'est difficile de dire, puisque quand vous prenez d'abord l'équipe camerounaise, cette équipe aussi n'a pas fait sensation. Une équipe qui a joué avec des équipes de seconde zone. Voilà, un confrère l'a dit, et le Cameroun commence véritablement sa CAN en affrontant l'Algérie. Mais le Cameroun reste toujours le Cameroun et c'est le pays organisateur. Il y a plusieurs facteurs. Quand on parle du Cameroun. Et le facteur phare chez moi c'est le public. C'est le public, puisque si les gens parlent de l'arbitrage et tout, moi je me dis l'arbitrage est universel, mais le public camerounais que nous avons vu à cette CAN est singulier. Maintenant, quand nous prenons l'Égypte, l'Égypte aussi c'est une équipe qui nous a quand même, que moi je peux dire qui a été, c'est pas à la dernière minute, c'était pas sauvetage que cette équipe-là se retrouve en huitième de finale. Quand vous voyez les prestations de cette équipe en poule, d'abord Mo Salah qui était vraiment inexistant, et avec cette pléthore de stars que l'Égypte a, l'Égypte n'a pas joué. Le seul match sur lequel nous pouvons quand même apprécier l'Égypte, c'est contre le Maroc. L'Égypte qui marque, le Maroc qui égalise, et on a quand même su à un moment donné battre cette équipe marocaine. Je me dis, il y aura match contre le Cameroun. Mais vous savez, le football reste toujours le football. Ce ne sont pas les meilleures équipes qui gagnent forcément. Mais sachez que moi je vois une finale, même si je n'ai pas quand même parlé de l'autre demi-finale, le Burkina Faso et le Sénégal. C'est même appréciation, c'est même commentaire que je devais quand même faire de ce côté. Parce que quand vous prenez le Sénégal, finaliste de 2019, qui aussi, on ne sentait même pas cette équipe-là. Vous voyez, n'eût été quelques ratés des équipes que le Sénégal rencontrait. Même la dernière fois, je pense que l'équipe de la Guinée a failli de peu renverser le Grand Sénégal. Donc, sachez que moi, personnellement, avec mes yeux de journalistes, je suis en train quand même de voir en finale une équipe burkinabèse et une équipe égyptienne. D'accord. Latif? Oui, moi je pense que les quatre nations n'ont pas volé leur place dans le dernier carré, parce que sur les dernières éditions, on voit quand même qu'il y a un dénominateur commun. Parce que déjà en 2017, par exemple, le Burkina Faso a joué les demi-finales en 2017. Et en 2013, les quarts de finale. Ils ont joué la finale en 2013. Ils ont joué les demi-finales en 2017. Ils avaient déjà joué une demi-finale en 98 lorsqu'ils organisaient la CAN chez eux. Et puis, c'est quand même une équipe aujourd'hui qui a de la régularité. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple le Cameroun et
l'Égypte. C'est déjà le remake de la finale de 2017. En 2017, c'est le Cameroun qui a battu l'Égypte en finale. Et là, c'est l'Égypte qui avait ouvert le score. Le Cameroun, sur 2 remplaçants, à l'époque, l'entraîneur avait fait quand même des choix judicieux. Nkoulou et puis Vincent Boubacar qui entrent et qui marquent les 2 buts. Alors ça suppose qu'il y a une revanche, dans l'air que l'Égypte veut véritablement prendre sur cette équipe du Cameroun. Sauf que le Cameroun joue à domicile. Même si c'est vrai en 2017 également, on a senti le Cameroun à domicile parce que la CAN s'était jouée à Libreville, au Gabon, et Libreville, le Gabon et le Cameroun, sont des pays frontaliers, c'est l'Afrique centrale, les supporters s'étaient déplacés, ils sont nombreux, ces Camerounais qui sont au Gabon, et puis les Gabonais également ont supporté le Cameroun. Alors, ça fait que le Cameroun veut être, mais l'Égypte attend de prendre sa revanche, parce que cette équipe-là égyptienne a évolué comme moteur diesel. Alors, vous avez vu face au Maroc, c'est plutôt le Maroc qui avait ouvert le score. C'est le Maroc qui avait ouvert le score. Et derrière, Mohamed Salah a égalisé. Il a adressé une passe décisive à Mohamed Trezeguet qui a marqué le 2e but. Ça suppose que, alors que vous avez vu, ils ont souffert dans une poule dans laquelle il y avait le Nigeria. Ils ont perdu le premier match face au Nigeria. Derrière, c'était le Soudan. Et puis, cette équipe-là, il y avait une autre équipe là, la Guinée-Bissau. Voilà, il y avait la Guinée-Bissau puis le Soudan. Donc, ça n'a pas été véritablement une équipe flamboyante. Mais c'est des équipes maghrébines, lorsqu'elles sortent, en tout cas de la phase de groupe, écoutez, ça devient autre chose. Écoutez, si l'Algérie était sortie de la phase de poule, ça devait devenir une autre équipe également. Malheureusement pour le Maroc, il est tombé sur l'Égypte plus rusée. Et donc, attention, pour moi, c'est déjà une finale avant la lettre. Et puis maintenant, dans l'autre chose, c'est également un Sénégal qui est de plus en plus présent. C'est-à-dire déjà en 2019, ils étaient finalistes. Ils sont demi-finalistes là. Écoutez, c'est une équipe qui ne soigne pas son contenu, mais qui arrive quand même à faire l'essentiel. À faire l'essentiel, juste le service minimum. Voilà. Le service minimum. En tout cas, c'est élimination directe. On attendra de voir. Déjà, ça commence mercredi. Ça commence mercredi avec Burkina, Sénégal et Cameroun, Égypte. Ça va être jeudi. Donc, nous, on sera toujours téléspectateurs et on va suivre ces affiches-là. J'aurais bien voulu qu'on discute un peu des à côté, mais peut-être que le temps risque de nous prendre court. On en parlera le lundi prochain, puisque la finale, c'est le 6. On reviendra forcément dans les prochaines émissions pour faire un peu le bilan avec ces mouvements qui ont occasionné des morts, avec le sifflet qui a été décrié et qu'on sort tout cela. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est le visage que le football présente aujourd'hui en Afrique? Et je viens de lire quelque part que la CAF pourrait retirer la CAN 2023, peut-être pour des raisons, je ne sais pas, c'est Covid ou quoi, organisationnel. En tout cas, on parlera de tout cela dans la prochaine émission, si possible. Alors, permettez qu'on puisse souffler un temps, soit peu, avec cet élément qui nous résume à la 10e journée du championnat national de football de première division. Nous parlons Togo, bien évidemment, et derrière, on finit le débat. C'est bien l'acte 10 du championnat national de football de première division, disputé ce week-end sur l'ensemble du territoire national. En avancée samedi, les Anges étaient en déplacement au stade de la JCA pour y défier la SOTR. Les percepteurs d'impôts partaient avec l'avantage des pronostics puisqu'ils sont classés 5e à 2 longueurs d'avance sur leur adversaire et aussi ayant dominé le match aller. Tout va se jouer dans la première partie, car à la 10e minute, la SOTR bénéficie d'un pénalty qui sera transformé par Akoro Bilali pour le 1-0. À la 25e minute, un deuxième pénalty transformé toujours par Akoro Bilali permet à l'OTR d'arracher les 3 points de la journée. Satisfait, je le dis souvent, nous sommes dans un championnat à 3 points. Aujourd'hui, nous avons eu les 3 points à partir des premières 45 minutes. À la reprise de la seconde mi-temps, il y avait eu beaucoup de précipitations dans les passes, le déplacement défensif qui n'était pas aussi à la place. Déjà, les enfants se sont dit dans la tête que c'était fait. Et ça fait que
on a plus pensé à défendre que de produire notre football. L'essentiel, je pense que c'est les 3 points, on l'a eu. Félicitations à tout le groupe. Bodiona était l'homme du match et bravo pour lui. Quand on investit tellement pour produire du beau football et qu'un homme comme Bodiona se retrouve dans un stade et décide de jouer un match pour lui tout seul, franchement, monsieur le journaliste, nous avons tous assisté au match. Le score était 2-0, 2 buts de Bodiona et il a été le libéraux également de l'équipe adverse. Il a été le mieux récupérateur. Il a agi au moment, je vais dire au moment clé de chaque action de hanche envers le camp adverse. Donc, monsieur Bodiona, après Lionel Messi, c'est vous, je vous le jure. Pour le compte des autres affiches de la journée, Gomido a fait match nul et vierge avec le Dynamique togolais. Bolossou s'est incliné face à l'AS Togoport 0-1. Entente 2 a battu Kotoko 3-0. Asco domine AS Bina 2-0. Sarah FC l'emporte 1-0 face à Semassi. 0-0 entre ASK et Kakadl, même score entre Ifodje et Unisport. Au classement général à l'issue de cette 10e journée de l'élite nationale, Dito est leader dans la zone sud avec 20 points, suivi de Gomido 19 points. Au bas du tableau, Ange est 7e avec 6 points et Kotoko est dernier avec 5 points. Dans la zone nord, Asco est en tête avec 28 points, suivi de la SCK 22 points. Au bas du tableau, Semassi est 7e avec 7 points et Ifodje ferme la marche avec 6 points. Alors voilà donc le résumé donc, du 10e acte du championnat national de football de première division. Très lentement mais sûrement également on tire vers la fin donc, de la saison 2021-2022. Alors Jaguar, je commence par vous avez écouté. On va quand même commencer par ce match-là puisque c'est sur ce match que nous avions notre caméra. Et à la fin du match, l'entraîneur des Anges de Notien n'a vraiment pas digéré le sifflet de Bodiona. Ah oui, mais vous savez, quand souvent vous perdez, vous cherchez toujours des boucs émissaires. Bodiona a été que c'est écrasé là tout au long de cette rencontre. Vous savez, quand il y a pénalty, quand il y a situation régulière, on siffle. Et si l'arbitre l'a sifflé, je crois qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de Ange? Je crois que c'est à ça le coach de Ange de Notien doit quand même à un moment donné se poser des questions et trouver la solution pour la suite de la compétition. Vous savez qu'ils sont en train de discuter la relégation aujourd'hui avec Bolossou. Il faudrait qu'ils se ressaisissent et revoir les pions, replacer plutôt les pions pour quand même avoir 2 à 3 victoires sur les 4 journées qui restent pour ne pas se retrouver encore dans une situation que nous avons connue la saison dernière où c'était dans les bureaux de la Fédération togolaise de football que les décisions, les relégations et tout ça. Voilà, donc il ne faudrait pas que Ange se retrouve encore dans cette posture-là. Je voudrais quand même retrouver cette équipe des Anges qui nous ont quand même fait rêver. Vous savez, ils sont allés sur la continent une fois et je voudrais quand même revoir cette équipe-là. Mais si à chaque fois, au lieu de se corriger, nous pensons toujours que ce sont les arbitres. C'est vrai, et sur certains matchs, il y a quand même des défaillances au niveau de l'arbitrage, mais avec les recoupements que nous avons en tant que journaliste sur ce match, et Bodiona n'a pas quand même n'est pas à l'origine. Bodiona n'est pas quand même à l'origine des 2 buts. Donc il faudrait que Ange de Notien, tous les dirigeants d'Ange de Notien, l'équipe, que ce soit le coach ou le bureau, se ressaisissent et qu'on ait de bons scores dans les journées à venir. Asif Yoruba, vous êtes journaliste sportif, vous êtes souvent sur les terrains pour commenter les matchs. Nous sommes à 10 journées. On va dire il va rester pratiquement 4 journées pour la fin du championnat. La saison régulière, constat, les réalités de notre championnat.
Oui, c'est malheureusement un championnat qui, à chaque journée, en tout cas, continue d'attiser les polémiques, les critiques, même si oui, c'est des polémiques critiques, des fois à tort, des fois à travers, mais c'est un championnat quand même qui, toujours, à chaque journée, vous avez écouté l'entraîneur des Anges de Notiens, même si lui, sur beaucoup d'aspects, il a peut-être oublié aussi et que lui et ses joueurs étaient aussi responsables parce qu'ils n'ont pas perdu que ce match sur les 10 journées qui ont été disputées. Ça suppose que, voilà, lorsque par exemple M. Simé Napoléon dit aux confrères qui n'ont qu'à aller poser la question aux supporters, si on reproche quelque chose à ses joueurs, là lui va corriger, mais écoutez, j'espère qu'il va se réécouter. Alors, même une équipe qui finit de gagner un match a quand même des choses à se reprocher. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Voilà. Moi, j'ai suivi ce match. Sur le premier but, je n'ai rien vu. Voilà. Parce que j'étais arrivé, je n'étais pas directement sur ce match, reporter sur ce match. Voilà. C'était un match en avancée. Je suis arrivé quand le premier but était déjà marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Voilà. Alors, si M. Bodjona a marqué ce premier but-là, je ne pense pas qu'il ait marqué le deuxième but. Parce que sur le deuxième but, j'étais au terrain. J'étais au terrain et votre caméra était là. Justement, on a vu l'action, il y avait penalty. Sur le deuxième but, il y avait penalty parce que j'étais là. Sur le premier but, je ne peux pas apprécier parce que je n'étais pas là. Alors, mais quand il dit que 2 buts de Bodjona, il a exagéré. Alors, qu'à cela ne tient, je ne dis pas que l'arbitre est exempt de tout reproche, parce qu'on était tous au terrain. Alors, un autre arbitre aurait pu accorder un penalty à Ange de Notiens. Je dis bien un autre arbitre, parce que lorsque vous allez aux informations, on vous dit oui, cette main-là, elle n'était pas décollée, elle était naturelle. Mais là où moi ça me dérange, c'est que d'autres arbitres sifflent des pénaltys sur ces situations. D'autres ne sifflent pas. Alors, quand il y a 2 poids, 2 mesures, je comprends la frustration de Ange de Notiens. Alors, mais quand on dit que c'est 2 buts marqués par Bodjona, alors que j'ai bien vu un deuxième but pénalty clair, là, je trouve qu'il y a des choses à dire. Donc, c'est plus là, dans un championnat sérieux ou dans une fédération qui est sérieuse, qui se respecte, une telle déclaration peut valoir même une sanction ou une amende. Ailleurs, c'est des amendes. Une sanction, une amende, c'est aussi une sanction. Parce que monsieur l'entraîneur, c'est un officiel. L'arbitre également, c'est un officiel. Donc, il faut quand même déclencher des choses. Au-delà de cela, je pense que Ange doit se ressaisir par rapport à sa position sur le classement. Heureusement que derrière, Bouressou a perdu son match, Kotoko a perdu son match, parce que c'est les 3 qui se challengent dans le bas du tableau. Maintenant, dans le haut du tableau, dans la zone sud, c'est toujours fort pour le Dito, pour Gomido, même s'il y a eu un match nul entre les deux. Alors derrière, il y a Antande qui a gagné 3-0, il y a Togo Porté a gagné, et qui sont à la trousse ou dans la roue de ces 2 premiers qui sont devant. Ça suppose que les 3 places qualificatives pour les playoffs sont toujours la course est toujours serrée, très serrée au niveau de la chose. Maintenant, dans la zone nord, on sait que Asco a déjà creusé les cas. Asco est déjà en playoff. Lorsque vous voyez un peu les résultats, Asco est déjà qualifié mathématiquement. ASK a besoin juste d'un match ou de 2 matchs pour également entériner sa place. Maintenant, la 3e place se joue entre AS Binan et Unisport, parce que je ne veux pas trop parler de Kaka de Défalé qui est aussi trop déclenché, mais la 3e place va se jouer entre AS Binan et puis comment ça dit, Unisport. Maintenant, la vraie crise dans ce championnat, c'est à se coder. C'est Semassi aujourd'hui. Moi je dis, Semassi est déjà en 2e division. Maintenant, c'est à Semassi de se trouver les moyens de quitter pour revenir en fait. Parce qu'ils sont déjà là. Moi, je les vois déjà là. Mais ils ont les moyens de quitter pour revenir à leur place, c'est-à-dire en 1re division. Alors, mais s'ils ne se donnent pas les moyens, ils sont déjà en 2e division. Parce que quand vous perdez contre Sarah, vous perdez contre Ifodier, qui sont les concurrents directs à la relégation. Alors, je ne sais pas qui encore Semassi va gagner. La prochaine journée, il joue contre Kakad. Kakad est également un concurrent pour la relégation. Imaginez Semassi perdre encore ce match. Je dis, mais écoutez,
c'est le désastre. Alors, Jaguar Coulibaly, Semassi en deuxième division, vraiment. Non, moi, personnellement, je ne vois pas Semassi en deuxième division, vous savez. Oui, c'est une équipe que je connais un peu. Vous savez, quand l'avancée devient quand même dure, c'est une équipe qui arrive quand même. Ce n'est pas quand même une équipe qui manque des moyens. Il y a plusieurs soucis quand même au niveau de Semassi. Vous avez vu en début de championnat où cette équipe-là, avec les violences, on délocalise le match. Plus de 5 matchs déjà que Semassi a joué à l'extérieur. Déjà, c'est un frein, aux victoires. Depuis la cinquième journée. Donc, ils ont joué 4 matchs seulement. À domicile. Sinon, 2 matchs seulement à domicile. Voilà. Donc, quand vous êtes dans cette posture-là, c'est un peu difficile. Je prends un exemple, le cas de Bikinti de Bassa, qui, à cause de la violence, a été obligé de voir ses matchs jouer à Tapamé. Donc, d'abord, c'était à Tapamé. Et ça n'a pas marché. Après tout, c'est la saison suivante, ils sont allés vers Bafilo et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est ce même scénario-là qui veut arriver à Semassi. Mais vous savez, Semassi, c'est un peuple de football. Et je crois qu'ils vont quand même se ressaisir, ça je le sais. Et vous allez voir, les 4 matchs qui restent là, Semassi fera quand même le miracle. Vous allez voir, ils vont quand même se maintenir. Mais comme l'a dit Latif, il faut quand même revoir les pions, il faut se ressaisir, il faut quand même d'abord se concerter, dirigeants, joueurs, dirigeants, supporters ou bien club et tout le club team, et revoir comment faire pour ne pas tomber bas. Vous savez, vous voyez aujourd'hui le cas Maranatha qui est descendu en deuxième division et qui a du mal à gagner un seul match. Je ne veux pas que ça arrive à Semassi, et je crois que mes oncles team feront tout pour quand même remonter la pendule. Peut-être, je ne sais pas s'il faut parler d'un souci spirituel ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de dire concrètement, parce qu'à côté, on a quand même vu Unisport avec l'entraîneur qui a quitté, et les supporters qui sont venus demander le limogeage du staff, les problèmes, les soubresauts qui ont eu lieu. Mais aujourd'hui, on semble croire quand même que Semassi et Unisport tentent vaille que vaille quand même de rester dans la danse. Mais pour Semassi, ça semble un peu sorti de l'ordinaire qu'on dise quand même que Semassi de Sokode tombe en deuxième division. Oui, écoutez, ce sera dur pour le football d'ailleurs, parce que écoutez, vous savez, quand je le dis, on dit qui aime bien châtier. Voilà pourquoi je dis, Semassi est déjà en deuxième division, alors qu'ils écoutent. Et qu'ils sachent qu'ils sont déjà en deuxième division. Maintenant, c'est à eux de quitter là pour revenir en première division. En fait, c'est cela, quoi. C'est-à-dire que Semassi seul a sa solution. Ils n'ont qu'à gagner pour quitter et revenir là où ils sont. Parce que, oui, Semassi a été délocalisé, joue ses matchs ailleurs, d'accord. Mais quand Semassi a eu les moyens d'aller, par exemple, gagner Sarasport à Kara, au match aller, et que au match retour sur terrain neutre encore, Semassi n'arrive pas ne serait-ce qu'à faire match nul. Semassi a gagné, il faut dire, à l'aller à Tapamé. Et qu'en phase de retour sur terrain neutre à Palimé, Semassi n'arrive pas à gagner, même faire ne serait-ce qu'un match nul. Mais il y a périr à la demeure. Alors, les joueurs, est-ce qu'ils ne mangent pas? Je n'en sais rien. Ils ne sont pas payés? Je n'en sais rien. C'est un problème spirituel? Je n'en sais rien. Alors, mais écoutez, c'est pas possible. Ceux qui sont à la tête de Semassi, ils doivent en tout cas prendre le taureau par les cornes. Et également, les joueurs doivent savoir que, écoutez, Semassi est créé avant leur naissance. Et donc, ce n'est pas eux qui doivent venir envoyer cette équipe en deuxième division. C'est pas possible. Donc, moi je continue de le dire, ils sont déjà en deuxième division. C'est à eux de quitter la deuxième division. Ils ont cette chance-là de partir de la même saison et revenir de la même saison. Ils sont déjà là, ils n'ont qu'à revenir. Il y a encore 4 matchs.
pour pouvoir justement redresser la barre. C'est tout ce qu'on pourra dire donc pour cette émission. Merci mesdames et messieurs. Le lion qui dort, ne le réveillez pas. Sinon, lorsqu'il va se réveiller, en tout cas, il va faire mal. Le guerrier reste, lui, guerrier. Et nous espérons que Semassi reviendra pour le bonheur des footballeurs ou des amoureux, des fanats du football sur toute l'étendue du territoire, et même jusqu'à l'étranger. Semassi a toujours encore des fans. Je pense que tous pourraient se lever pour que Semassi revienne en bonne et due forme en première division. Retrouvez la rediffusion de cette émission demain mardi à partir de 11h. Et pour les internautes, tapez TV2 sur Facebook. L'intégralité donc de cette émission, on se trouve là. Merci à mes chers invités qui ont répondu à l'invitation. Merci à mes chers collaborateurs qui ont collaboré pour la préparation, la diffusion de cette émission. On se retrouve lundi prochain à 20h30 pour une nouvelle aventure. D'ici jusque-là, prenez soin de vous et à très très bientôt.